Le monde est fait de choses étranges, de phénomènes parfois inexpliqués, dont les mystères marquent l'histoire. Les légendes autour de reliques saintes, les découvertes scientifiques qui remettent en question ce dont on croyait être certain, ou encore la carrière de Miley Cyrus entrent dans ce que nous pourrions catégoriser comme source d'étonnement. Patrick Beau tient le blog et la chaîne YouTube Axolot, il traque un peu tout ça, et il est aujourd'hui dans le premier podcast avec, en invité surprise, le fossoyeur de films, pour parler de l'étrange, de l'immortalité, de science-fiction, d'internet, et de l'avenir, en toute simplicité. Oui, l'axolot, je sais plus comment j'étais tombé sur l'animal, mais en tout cas ce que je sais c'est que quand j'ai découvert la bestiole, je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça, le nom sonne bien et l'animal est suffisamment bizarre et insolite et étrange pour servir de mascotte à du contenu qui se veut justement insolite et étrange, quoi. Donc dès que... Mais comment tu es là en fait ? Pourquoi des sources d'étonnement Parce que je me suis toujours intéressé aux choses étonnantes, mais ça je pense pas que je suis le seul. Et en fait, à la base il y avait l'émission de radio Exocet, qui elle-même déjà avait le nom d'un animal bizarre, puisque l'exocète c'est le poisson volant. Et en fait, il y a une filiation avec Axolot parce que le mot est très proche. On a plus ou moins les mêmes lettres quasiment, ça sonne pareil, et on a un animal bizarre dans les deux cas, quoi. Donc voilà, le nom Axolot, c'était aussi par rapport à ça, quoi, pour marquer la filiation avec Exocet. Et donc oui, le thème de l'étrange, parce que oui, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, mais il y a quand même eu une évolution entre Exocet et Axolot, parce que dans Exocet, on parlait beaucoup de surnaturel et de paranormal et d'ésotérisme. Donc du coup, on a été connoté justement paranormal, et c'est pas une étiquette que j'aime beaucoup parce que on peut y mettre tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'illuminés, de charlatans qui sous couvert de paranormal racontent un peu n'importe quoi. Donc du coup, quand j'ai fait Axolot, je voulais me détacher de cette étiquette-là, et c'est pour ça que ça a évolué du contenu à connotation paranormale vers quelque chose de plus ancré dans le réel, et ça a plus à faire avec l'émerveillement par rapport au réel qu'avec le surnaturel, quoi. Il s'agit plus, oui, de s'étonner. Il y a de belles choses, quoi. C'est des histoires folles, en fait, que tu racontes en plus, quoi. C'est des histoires qui reflètent la complexité, la richesse du monde, la beauté du monde, et qui peuvent permettre parfois aussi de changer de perspective sur certaines choses, parce qu'il y a des histoires qui peuvent bousculer notre conception, notre perception du monde, de l'histoire, de l'humain, de la nature, des choses qu'on pensait impossibles et qui pourtant existent réellement. Donc le créneau, c'est vraiment essayer de communiquer les sentiments d'étonnement, d'émerveillement, et donc de réenchanter un peu le réel, quoi. Voilà, c'est l'idée maîtresse du truc. Alors pourquoi avoir enlevé le L de Axolot pour le site ? Alors parce que déjà je voulais en faire une espèce de nom propre, et du coup le fait de pas garder le mot exact, ça permettait de s'en détacher un petit peu et d'avoir un nom propre. Et en fait, Axolot, on peut considérer que c'est le nom de l'axolot qui fait office de mascotte, quoi. Donc c'est plus un nom propre, et surtout c'est plus facile à prononcer, quoi, parce que je pense que ça aurait été plus compliqué à prononcer et à retenir si j'avais gardé le L, que ce soit pour l'adresse du site, que ce soit pour le nom lui-même, quoi. Donc du coup, j'ai viré ça. Tu disais que ton attrait pour les sources d'étonnement remonte à très loin. T'as pas eu un déclic à un moment sur quelque chose, une anecdote dont tu te souviens qui t'a vraiment déclenché cet intérêt ? Je pense que j'ai toujours été intéressé par le bizarre et l'étrange, mais il y a peut-être eu un catalyseur avec une série comme X-Files par exemple, qui m'a peut-être donné envie de creuser ce thème davantage. Je sais pas, je dis ça parce que j'aimais beaucoup la série, donc c'est possible. T'avais quel âge quand le phénomène de la série est arrivé ? Je devais avoir 16-17 ans, à mon avis, à tout casser. Gillian Anderson.
Ah oui, non, ça c'est clair que ça a été un de mes fantasmes d'adolescence, Gillian Anderson. Et oui, donc je me dis que ça a peut-être joué parce que je l'aimais beaucoup, mais je pense aussi que si j'aimais beaucoup la série, c'est parce que avant ça, je m'intéressais à tout ce qui relevait de l'étrange et du surnaturel et tout ça. Ça c'est marrant parce qu'à l'époque de X-Files, moi j'étais un peu plus jeune. Et il y avait déjà des séries que tu avais sur la 3 avec les minicums, sur la 2, qui étaient vraiment concentrées aussi sur des trucs réels, mais quand même complètement fous. Et sauf que là, c'était décliné en histoire d'horreur. Par exemple, t'avais Fais-moi peur, t'avais Charles le traumatisme. Mais t'avais des trucs de fou. En fait, Fais-moi peur, c'était le générique qui faisait peur. Mais oui. Une fois l'épisode, ça passait les gens regardaient que ça. Bon, d'accord. Contrairement à Charles de Poule, le générique était un peu genre... il y a un C qui vole, d'accord, très bien. Mais c'était vraiment pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des mystères comme ça qui étaient... En même temps, il y avait aussi Au-delà du réel qui passait pendant Code Quantum. Au-delà du réel qui passait sur la 6, hein, avec ce générique qui avait été jumelé en gros avec X-Files parce que ça s'appelait Aux frontières du réel, X-Files à l'époque. Et Au-delà du réel avec ce générique qui disait ne réglez pas votre téléviseur, etc. Alors, est-ce que ça, j'ai cru voir que ça d'ailleurs c'était censé être la suite de la 4ème dimension. Au-delà du réel, ouais. Mais il y a eu la 5ème dimension en série qui était passée d'ailleurs sur la 6. Ouais. Ouais. La 5ème, mais c'était très mauvais, quoi. Ça n'avait aucun rapport avec la série originale. Mais tu vois, quand tu parles de chair de poule et de tous ces trucs-là, vu qu'on a petite différence d'âge, voilà, moi, mon chair de poule, c'était la 4ème dimension, parce que quand ça passait, je devais avoir 10-12 ans à tout casser. Et il y a beaucoup d'épisodes de la 4ème dimension qui m'ont profondément marqué, mais comme beaucoup de gens, hein, et qui ont ensuite été d'ailleurs repris et adaptés au cinéma. Combien de films tirent leur inspiration d'un épisode de la 4ème dimension, quoi. Et avant la 4ème dimension, il y a eu d'autres, notamment une fameuse série britannique qui a exploré un peu chaque semaine cette sorte du monstre de la semaine, mais c'est un des précurseurs. Doctor Who, combien de temps avant de placer Doctor Who dans le truc? Okay. Je me suis toujours demandé si Doctor Who n'était pas une réponse anglaise justement à la 4ème dimension avec l'américain. Je sais que la 4ème dimension a été créée, si je ne m'abuse, en 1962 et Doctor Who en 1963. Ah, c'est possible. Alors je me demandais vraiment, parce que j'ai fait quelques recherches sur internet pour savoir, mais j'ai pas trouvé d'anecdote qui confirme ça. Attends, on va regarder. Et ça aurait été très possible parce que les deux séries sont vraiment assez jumelles à pas mal de niveaux. Et d'ailleurs dans une récente vidéo j'ai utilisé le générique justement de la 4ème dimension et je me suis rendu compte que celui qu'on connaît tous là n'est pas le générique original. Non. Ouais, c'est pas le premier générique. Alors, il a été composé à partir de la saison 2 ou 3, je sais plus, je suis pas sûr, mais effectivement la 4ème dimension effectivement date de 59. 59, pas 62, d'accord. 59, ouais. Et peut-être qu'elle a été diffusée en France ou ailleurs autour de 62, mais 59, ce qui veut dire que c'était quelque chose d'extrêmement précurseur, quoi. Ah oui, d'un point de vue télévisuel. Complètement. C'est encore aujourd'hui considéré comme des modèles d'écriture dramatiques. Et c'est toujours parodié. Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que tu vois toujours des épisodes de South Park ou des Simpsons qui reprennent des codes. Et beaucoup d'épisodes écrits par des romanciers éminents comme Richard Matheson, je crois. Ouais. Et celui qui a fait Je suis une légende. Voilà. C'est ça. Je suis une légende et d'autres auteurs, voilà, qui se sont illustrés, qui ont fait leurs armes dans la 4ème dimension. Et beaucoup d'acteurs qui ont été connus aussi ensuite, qui ont fait leurs armes en jouant dedans. Il y a pas Nicholson qui avait par exemple joué dedans. Nicholson, je sais pas, mais je sais qu'il y a William Shatner qui joue joue dans l'épisode avec le monstre sur l'aile de l'avion. Hein. Il y a Telly Savalas dans l'épisode de la poupée, la poupée qui parle. Il y a Leonard Nimoy et George Takei aussi, avant Star Trek. Wow, ça, je sais. Ils ont fait tous leurs armes. Ils ont fait leur classe là-bas en fait. Je sais aussi que il y a le comédien qui joue Mickey dans Rocky. Qui joue dans l'épisode du gars qui se retrouve seul au monde après une apocalypse nucléaire parce que lui était enfermé dans le coffre d'une banque et quand il sort, il est heureux parce qu'il va enfin pouvoir s'adonner à sa passion qui est la lecture parce que sa femme l'empêchait de lire ses bouquins, quoi. Et il sort et il pète ses lunettes, le mec. Voilà, ça finit comme ça. et c'est Mickey de Rocky qui joue ça. Ah, mais c'est brillant. Ah ouais, c'est brillant. C'est 4ème dimension, quoi. Voilà. C'est comme des nouvelles, quoi. C'est ce qu'on disait l'autre fois. Oui, ça, il y a ce côté force de l'idée centrale, quoi. Il y a ce côté Frédéric Brown, en fait, avec l'humour très sombre, où il se passe quelque chose d'absolument massif, de majeur, de traumatisant pour toute une civilisation, et c'est souvent un détail de merde qui vient foutre son grain de sable en engrenage. C'est anecdotique. Et c'est fantastique, ça. C'est ça. Par exemple, juste pour finir là-dessus, un bon exemple de série, par exemple, d'épisodes de la 4ème dimension qui traitent d'un événement énorme mais qui se solde sur une sorte de punchline, de chute,
c'est cet épisode où les extraterrestres les martiens débarquent sur Terre. Et je me rappelle que quand j'étais petit, ça m'avait traumatisé parce que c'était des géants avec des têtes disproportionnées, géants hydrocéphales, et donc tout au long de l'épisode, on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions, et à la fin de l'épisode, il y a des humains qui décident de partir avec eux sur leur planète, parce qu'ils se disent pacifiques, et donc il y a ce livre qui s'appelle « Comment servir l'homme », et donc ils donnent aux humains pour leur montrer leur bonne volonté, et à la fin on réalise qu'en fait c'est un livre de cuisine, quoi. Comment servir l'homme, quoi. Donc, tout ça pour une vanne finale, quoi. Mais c'est génial ça. Ah ouais, c'est bon. How to serve man. Toi, avec Axolot, c'est quoi l'histoire la plus folle que tu aies vue? Ou ton top 3 d'histoires les plus dingues que tu aies vues? Dans Axolot, la plus folle... Putain, il y en a beaucoup. Parce que c'est l'homme qui sauva le monde. L'homme qui sauva le monde, c'est clair que elle est vraiment étonnante parce qu'on se doute pas qu'on doit sans doute la vie à un officier russe inconnu. Ça, c'est le titre de ton bouquin. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est une histoire très très étonnante, mais donc il parle en fait. J'aurais du mal vraiment à. Donc du coup, le mec qui sauve le monde, en fait, c'est l'histoire du type qui a empêché une guerre nucléaire, en fait. Voilà. C'est Stanislav Petrov, voilà, qui était donc en charge de la surveillance de l'espace aérien russe au début des années 80, et il avait pour mission de prévenir sa hiérarchie si jamais il détectait donc des missiles ennemis dans l'espace aérien russe. Et à l'époque, les Russes attendaient une attaque nucléaire imminente des Américains parce que la guerre froide était donc à son comble et la tension était au maximum. Et donc, un jour, sur son écran d'ordinateur, Petrov voit 5 objets clignoter sur son radar, et donc ça signifie que il y a une attaque. Et là, normalement, il aurait dû prévenir ses supérieurs en disant que il y avait des missiles dans l'espace aérien et que donc il fallait immédiatement contre-attaquer. Et là, il y aurait eu une riposte immédiate et ça aurait été la guerre nucléaire globale, quoi. Ça aurait été la fin du monde. Et donc, Petrov, il a eu très peu de temps pour réfléchir, mais je pense qu'il réalisait vraiment le poids qu'allait avoir sa décision, et il s'est dit qu'il n'y avait pas assez de missiles pour que ça puisse être une réelle offensive américaine, parce que donc les Américaines étaient bardées de missiles nucléaires, et s'ils avaient dû faire une attaque, ça aurait été pour effacer la Russie de la carte, quoi. Il leur aurait pas laissé une chance de riposter derrière. Donc, sur ce constat-là, il décide que c'est une fausse alerte, et donc il prévient pas sa direction, quoi. Et c'est sans doute le plus gros coup de bluff de l'histoire, parce que il a eu raison, c'était en fait un bug dans le système, et c'est les rayons du soleil reflétés sur les nuages qui ont été interprétés par l'ordinateur comme des missiles. Et si jamais il avait décidé de prévenir ses supérieurs, on serait sans doute plus là, quoi, puisqu'il y aurait eu une guerre mondiale nucléaire. Donc voilà, ça c'est une des histoires. Et en fait, quand j'ai fait le bouquin, j'ai appris qu'il y avait un autre Russe 20 ans plus tôt qui lui-même avait déjà évité un conflit nucléaire. C'était pendant la crise de la baie des cochons. En fait, je pense que les États-Unis et la Russie n'ont jamais été aussi proches de se mettre sur la gueule que pendant cette fameuse crise de la baie des cochons. Et en fait, Kennedy avait délimité un périmètre de sécurité que les Russes ne devaient franchir sous aucun prétexte. Et en fait, les Russes, un sous-marin russe avait franchi cette ligne, et immédiatement, donc, il y avait des destroyers américains qui s'étaient avancés vers le sous-marin, et ils avaient lâché donc une torpille anti-sous-marin. Et le sous-marin russe, donc, reçoit l'impact, et là,
le commandant du sous-marin décide de contre-attaquer. Donc s'ils avaient fait ça, ça aurait vraiment mis le feu aux poudres et s'ensuivait, pareil, un conflit nucléaire général, quoi. Et là, c'est un sous-officier qui a réussi à... Il s'appelle... putain, j'ai oublié son nom. Il a convaincu son supérieur de ne pas contre-attaquer en lui disant que c'est eux qui étaient en tort, puisqu'ils savaient qu'ils ne devaient pas franchir ce périmètre-là, et que si jamais ils contre-attaquent, ça va aboutir sur un conflit global, quoi. Donc, il réussit à convaincre son supérieur, et le sous-marin recule et se barre. Et donc ce mec-là, 20 ans avant Petrov, a lui aussi évité un conflit nucléaire, quoi. Mais ça, c'est vachement drôle parce qu'on n'imagine pas le nombre de personnes qui ont pu freiner des opérations dingues comme ça. Même peut-être aujourd'hui, on n'en a aucune idée. On ne sait pas du tout, c'est clair. Et c'est impressionnant. On ne sait pas du tout ce qu'on a pu éviter. Bah, ça remet en perspective un petit peu la chance qu'on a aussi, quelque part, d'être toujours là. Je sous-estime le pouvoir de petite histoire sur la grande. Mais en fait, c'est exactement ce que ça prouve. C'est-à-dire que la petite histoire peut peser parfois plus sur l'histoire du monde et sur le destin du monde que la grande histoire des puissants, des riches, qui est écrite par les vainqueurs et pour les futurs vainqueurs, quoi. Tout à fait. Et parmi les histoires les plus surprenantes, parce que dans le bouquin, il y a un chapitre qui est donc consacré aux personnalités surprenantes. Donc il y a justement Petrov, et il y a aussi cette fille qui ne vieillit pas, donc Brooke Greenberg, qui a 20 ans aujourd'hui, et qui a conservé l'aspect et le mental d'un nourrisson de 2 ans. Et son cas est tellement unique que les chercheurs l'ont baptisé syndrome X, parce que ils savent absolument pas ce que c'est, quoi. Il y a pas d'équivalent à son cas. Ils ont aucune explication, et elle a toujours pas grandi, elle a toujours pas changé, elle a toujours pas bougé. Et en fait, il se trouve que j'ai vu ça la semaine dernière, en cherchant. Il se trouve que depuis peu, on a isolé un autre cas similaire, donc ça pourrait être le même syndrome. C'est une Brésilienne de 31 ans, donc elle était plus vieille que Brooke Greenberg, et elle a l'aspect d'un bébé de 2-3 ans. Et il y a une vidéo, je vous montrerai après, c'est vraiment troublant, quoi, parce que elle a l'aspect d'un bébé, mais en même temps, elle a les mains et les pieds marqués, quoi, et ridés. Tu vois, tu perçois des rides sur son visage, sauf que c'est un bébé, quoi. Donc ça, oui, c'est un des trucs les plus hallucinants, hein, parce que c'est unique, quoi. Et surtout, si on comprend le mécanisme de ce syndrome-là, peut-être que ça pourra déboucher sur des applications médicales, et qu'on pourra contrôler le vieillissement ou la mort biologique. Voilà. Ce qui est vraiment marrant dans tes histoires, c'est qu'il y a... Enfin, c'est pas toi qui les as faites, mais c'est dans les histoires que tu relates et que tu compiles, c'est qu'il y a souvent aussi cette relation à la vie, à la mort. Il y en a quelques-unes qui traitent de cette relation à l'immortalité. Et je sais pas si tu as suivi un peu ce qui se passe avec tous les gens de la Silicon Valley, les milliardaires qui mettent en place ce qui s'appelle la transhumanité. Si, oui. Bah alors, j'ai fait une émission de radio dessus. J'avais reçu à l'époque le seul auteur français qui a consacré un livre à ce phénomène de transhumanisme. Le mec s'appelait Rémi Zussan, et son bouquin s'appelle Transhumanisme et posthumanité. En fait, le transhumanisme, pour résumer, c'est, si j'ai bien pigé, c'est des scientifiques qui veulent augmenter l'être humain, augmenter son espérance de vie, augmenter ses capacités. C'est un concept passionnant. C'est fou. En fait, tout ce truc-là, tout ce mouvement-là, qui est donc un mouvement à la fois philosophique et scientifique, repose sur le concept de singularité, qui est donc une idée avancée par Ray Kurzweil, qui est un futuriste, donc ça peut sembler un peu farfelu comme terme, mais ce mec-là est considéré comme Bill Gates, par exemple, comme un des visionnaires les plus infaillibles en matière de technologie, quoi. C'est-à-dire que il est spécialisé dans la prédiction de ce que sera la technologie dans le futur, donc d'où le terme futuriste. Et donc ce mec-là pense que
la technologie va atteindre un point de rupture, donc il appelle lui la singularité, au-delà de laquelle le monde tel qu'on le connaît va être totalement bouleversé et transformé. Et il pense que ça va passer notamment par les progrès en matière d'intelligence artificielle et de nanotechnologie, et le fait aussi que les ordinateurs vont devenir beaucoup plus puissants par l'apparition de la technologie des ordinateurs quantiques. Et lui prévoit que d'ici quelques années, un ordinateur domestique pourra avoir la même capacité de calcul qu'un cerveau humain, et qu'à partir de là, ça va être exponentiel. Donc, il pense que d'ici une trentaine d'années, un ordinateur domestique aura la capacité de calcul de toute l'humanité. Et donc voilà, on va atteindre selon lui ce point de rupture, cette singularité où le monde tel qu'on le connaît ne sera plus du tout le même, quoi. Et pour lui, d'ici la fin du siècle, il est pas inconcevable de penser qu'on pourra télécharger par exemple le contenu d'un cerveau humain dans une machine, et pourquoi pas donc s'incarner dans une machine. Et donc lui, ce qu'il est en train de faire, ce gars-là, c'est qu'il suit une sorte de régime et d'hygiène de vie pour vivre suffisamment longtemps pour atteindre le stade où son cerveau, voilà, son esprit pourra être scanné, en fait, enregistré, téléchargé. Et il pense réellement que la génération actuelle pourrait assister à la fin de la mort biologique. Donc ce mec est persuadé de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est pas un guignol, quoi. Le mec, il est crédible. Il est reconnu, voilà, par des éminences dans son domaine, et il a souvent vu juste. Donc lui pense que voilà, c'est pas forcément de la science-fiction de croire qu'on peut. Comment il s'appelle déjà ? Ray Kurzweil. Ok. Et donc voilà, ce concept de singularité où tout va basculer et où on peut tout imaginer. Bon, c'est pas à quel point donc l'amélioration des machines et des ordinateurs pourra nous changer la vie, quoi, ou de la nanotechnologie et de l'intelligence artificielle. Voilà. Tu n'as pas fini de compiler des histoires, je crois. Oui, mais d'ailleurs, je voulais faire un truc là-dessus. Et le truc du transhumanisme, donc, c'est ce mouvement qui pense réellement que il va y avoir une post-humanité qui sera constituée d'humains amplifiés, en fait. Ouais. Voilà, grâce à la technologie, et que donc l'humanité classique finira par devenir obsolète, et qu'elle laissera sa place à une humanité 2.0, voilà, amplifiée. Et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est de voir aujourd'hui les progrès en matière de prothèses, biomécaniques, qu'il s'agisse de membres, ou parfois même d'implants cérébraux qui permettent aujourd'hui à certains aveugles de percevoir de la lumière. Donc ça, c'est quand même incroyable, quoi. Là, on est vraiment de plein pied dans la science-fiction, quoi. Aujourd'hui, il y a des yeux bioniques qu'on peut greffer à des aveugles et qui sont reliés à des électrodes dans leur cerveau qui leur permet de percevoir des formes et des lumières. Et ça va pas cesser de s'améliorer de toute façon, ça va toujours être affiné. C'est clair. Et il y a un cas comme ça que je trouve très symbolique de cette évolution, de ce phénomène-là. C'est celui de Pistorius, donc l'athlète, oui, qui donc malheureusement aujourd'hui est plus connu pour le fait divers dramatique dans lequel il s'est illustré il y a quelques mois de ça. Je sais plus quand c'était exactement. Il a tué, si effectivement, de balles perdues. Tué sa petite copine, alors que donc ce mec-là, voilà, à la base, il faudra pas que ça fasse oublier le fait que ce mec était sans doute le premier symbole de ce qui, à mon avis, va se répéter de plus en plus souvent, le fait que, avec ses prothèses, il n'était pas considéré comme handicapé par les arbitres de l'athlétisme, mais il était considéré comme dopé, en fait, comme si c'était un avantage pour lui. Et il a été question qu'il court avec les valides, mais finalement les juges ont considéré que c'était un avantage pour lui, quoi, qu'il était comme une sorte de surhomme, en fait.
Et donc là, on passe d'une perception du handicap qui donc restreint les athlètes à des Jeux paralympiques à une vision de l'handicapé comme surhomme, quoi. Et je suis persuadé qu'avec les années, il va y avoir des gens qui volontairement vont vouloir s'implanter donc comme ça des amplifications biologiques comme je sais pas moi, des yeux laser déjà, muscles plus puissants, des yeux plus performants, des oreilles plus performantes, et il y a aussi cette idée de cerveau amplifié qui là du coup, à mon avis, va vraiment marquer une rupture entre l'humanité telle qu'on la connaissait et l'humanité telle qu'elle le sera d'ici quelques décennies, quoi. Ça se compte en décennies, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que ça compte même, parce que ça se compte même pas en siècles. Parce que c'est exponentiel, quoi. Et voilà, le fait de pouvoir augmenter son cerveau avec des implants qui nous permettront, par exemple, de stocker de la mémoire, quoi. Voilà. Il est très possible que, d'ici la fin du siècle, les humains soient capables de stocker dans leur cerveau la totalité des connaissances humaines. Tu vois, imagine que tu puisses télécharger Wikipédia dans ta tête, et que donc, il y ait un rapport très différent à la culture, puisque, en fait, tout le monde saura à peu près tout. Il suffira d'aller piocher dans ce disque dur interne. Et ça, voilà, ce qui est fou, c'est que c'est pas de l'ordre de la science-fiction, quoi. C'est envisageable. C'est ça qui est fou. Il y a aussi des questions forcément éthiques qui arrivent à se poser et qui, j'imagine, sont un peu au cœur du débat pour les transhumanistes, qui sont la question du commercial, en fait, et de ce qui peut être breveté ou pas. Parce que c'était finalement, ce qui n'était finalement qu'un mode de pensée, et que quelques doux rêves vaguement accessibles par la technologie, sont finalement devenus très sérieux à partir du moment où Google a mis des billes dedans. Et pas juste un petit fonds de commerce, quoi. Ils investissent massivement là-dedans. Enfin, le laboratoire Google X fait ça, quoi. Et se pose du coup aussi la question des rapports sociaux entre les gens. Parce que ça va être une technologie qui aura un coût, nécessairement. Et à partir de là, comment est-ce que ça va se transformer ? Je pense que, comme pour reprendre la formule de Houellebecq, il va y avoir une extension du domaine de la lutte, quoi, de la lutte des classes. Je pense qu'il va y avoir une fracture encore plus importante, encore plus violente entre les classes les plus élevées et les classes les plus basses, qu'on va assister à une fracture de science-fiction pour le coup, comme on peut en voir, je sais pas moi, dans des œuvres comme... Moi je pense à In Time. Bienvenue à Gattaca. Ouais, même réalisateur. Avec Elysium récemment aussi. C'est ça. Voilà, Elysium. Avec des gens amplifiés, quoi. Et ça, oui, je pense qu'on va assister à ça, quoi. Il y aura vraiment une séparation comme ça entre les naturels et les amplifiés, j'en suis persuadé. Et il y a un truc intéressant aussi, c'est que la science-fiction se nourrit de la science, mais la science se nourrit vraiment de la science-fiction, parce que il y a beaucoup de scientifiques qui ont développé cette vocation-là par leur passion de la science-fiction à l'origine, et qui sont inspirés dans leur recherche par ce qu'ils ont pu voir quand ils étaient plus jeunes. Et par exemple, avec Star Trek, on a un parallèle donc très récent, puisque donc, dans Star Trek, il y a la possibilité de voyager plus vite que la lumière par des vortex dimensionnels, voilà. Et donc là récemment, la NASA a investi beaucoup d'argent dans la recherche sur les portails, les trous de verre, en fait, comme on les appelle, qui permettraient de franchir des distances considérables en beaucoup moins de temps qu'on peut le faire aujourd'hui, quoi. Donc c'est une technologie qui rappelle ce qui se passe dans Star Trek, et on peut imaginer que les gens qui travaillent là-dessus se sont peut-être inspirés de ce qu'ils avaient pu voir quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient ados, etc. Et il y a des tas de parallèles comme ça qu'on peut faire entre la science-fiction qui finit par inspirer. Je crois qu'un des exemples les plus flagrants, c'est la robotique. Le fait que tous les films de science-fiction des années 50-60 prophétisaient l'arrivée des robots domestiques à l'aube de l'an 2000, et aujourd'hui on y est, quoi. On a des robots ultra performants. Il y a une boîte qui s'appelle Boston Dynamics qui est financée notamment par l'armée américaine,
et qui produit régulièrement des robots de plus en plus performants, de plus en plus flippants. Et là, un des derniers en date, c'est quasiment un Terminator, quoi. Parce que il est capable de reprendre son équilibre si on le bouscule. C'est un robot humanoïde. Et ça, par exemple, je trouve ça très symptomatique de cette tendance des scientifiques à s'inspirer de ce qui les a fait rêver quand ils étaient plus jeunes, quoi. Le fait que les robots soient androïdes, c'est pas une nécessité. Oui, ils pourraient tout à fait pas ressembler à des êtres humains, ils pourraient ressembler à des courgettes. C'est sans doute pas la forme optimale pour se déplacer un robot, déjà. quoi. Voilà. Mais il se trouve que ils ont une forme d'humain, et ça te donne vraiment le sentiment d'être de plein pied dans un film de science-fiction, quoi, d'avoir donc des robots humanoïdes capables de courir, capables de récupérer leur équilibre, de jouer de certains instruments de musique, donc de tenir une conversation avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui au Japon, il y a des robots hôtesses qui sont particulièrement flippants d'ailleurs, dont l'objectif est d'être le plus réaliste possible pour mettre les clients à l'aise. Et là, quitte à les mettre très mal à l'aise, voilà, qu'ils sont très proches de la réalité sans être exactement, sans avoir cette lueur dans les yeux. Exactement. Ouais, et ça, donc c'est un des obstacles qui se pose aux experts en robotique, c'est la vallée dérangeante, Uncanny Valley, voilà, où on a affaire à des machines qui sont très ressemblantes, mais pas exactement. Donc, il y a ce trouble, et le jour où ils réussiront à franchir ce cap-là, et ce qui est fou, c'est que c'est quand même très très puissant comme phénomène, parce que on le voit aussi avec les images de synthèse. On n'est pas arrivé aujourd'hui à créer des humains de synthèse, par exemple, suffisamment parfaits pour ne pas être troublés par leur étrangeté, quoi. Il y a toujours quelque chose dans l'œil qui fait que on voit que c'est de la synthèse. Ouais. Voilà. Et je pense que quand cette frontière-là aura été franchie, on va assister à des trucs très surprenants, à mon avis, quoi, comme on peut en voir dans AI, quand on voit les robots sexuels. Ça, c'est tellement évident qu'on le verra arriver, quoi. Ça va révolutionner. Il y avait aussi la série Being Humans, qui récemment, qui illustrait parfaitement parfaitement la vallée dérangeante. Très bien fait d'ailleurs. Ah ouais, c'est clair. Et surtout qui montrait bien ce rapport déjà à la technologie. Parce que les robots n'étaient pas toujours acceptés, le rapport sentimental qu'on pouvait donner à des machines. Ouais. Non, c'était vraiment, vraiment bien taillé. Mais c'est quelque chose qui va arriver sûrement avec d'autres technologies aussi, finalement. On parlait du transhumanisme, mais regarde juste le rapport qu'on a aux smartphones, qui contiennent dans la paume de la main, enfin c'est-à-dire que c'est un rêve qui est plus grand que le Pokédex et le manuel des castors juniors réunis. On a tout Internet dans la main, tout le temps, dans la limite de la batterie, donc c'est-à-dire toutes les 3 heures. Mais au-delà de ça, on peut accéder à n'importe quoi, on peut envoyer en 3 secondes des messages aux États-Unis, au Groenland, on peut écouter. Moi j'écoute beaucoup la radio en Antarctique par exemple, juste pour le fun, une radio folk très sympa. Mais c'est fou, et dès qu'on a plus ce smartphone, on se sent seul au monde. Ouais, c'est ça. Et il y avait un article dans la lignée de Google rend stupide, qui a fait pas mal de bruit, qui disait que en fait on est déjà plus ou moins des cyborgs, parce qu'on a cette nécessité de toujours connecter. Et on peut considérer le téléphone comme une sorte de disque dur externe, déjà comme une extension de nous-mêmes, qui nous donne accès effectivement à un savoir infini. Et mais qu'on utilise la plupart du temps pour regarder des chats. C'est ce qui fait tout le charme de l'humain, d'avoir accès à des outils extraordinaires. Et il n'y a qu'un petit pas à franchir pour avoir cette extension-là directement intégrée au corps, quoi. Ça, je pense qu'on y assistera. C'est comme aussi l'avancée de la réalité augmentée avec les Google Glass, par exemple. Ça, oui, moi je suis persuadé que ça va marquer aussi une fracture entre les générations à venir et les générations actuelles, parce que, à mon avis, une fois que les gens seront habitués à vivre dans une réalité augmentée, avec des informations sur le monde qui les entoure, avec des amplifications et des enjolivements, on peut dire, du réel, je pense que ils pourraient rechigner
à s'en tenir au monde classique, quoi. Moi, je suis persuadé, j'ai cette scène dans la tête, je suis persuadé qu'on assistera à des scènes où nos enfants nous diront que notre réalité classique est ringarde, quoi. Mais tout est fait en tout cas pour que ça aille dans ce sens-là. Ah ouais, j'en suis sûr. Rien que la façon dont Google nous présente ses produits. Rien dans ce que Google nous dit, c'est-à-dire qu'on a Gmail, on a YouTube, à aucun moment Google nous dit c'est obligatoire. Non seulement c'est gratuit, ça marche bien, donc du coup, en plus ça apporte des trucs qui sont plutôt cool, et donc du coup on adhère très facilement à ces produits-là. Et ces produits deviennent des produits quasiment de première nécessité, c'est-à-dire que si on n'est pas sur YouTube ou sur Google Docs ou sur Google Agenda, on devient à la masse en fait. Et après cette transformation du besoin, on arrive à une transformation de l'image de ces besoins. Et là, effectivement, ouais, ça devient hyper cool d'avoir. C'est quoi en ce moment ? C'est Snapchat. T'as l'appli à la mode qui est toujours là, qui la pratique. La start-up qui a monté le bon produit, et là, ça devient une pratique, ça devient une image. Et ça retourne aussi extrêmement vite, parce que, mine de rien, MySpace a coulé en combien de temps ? MySpace a 2-3 ans peut-être. Ouais. 4 ans, je dirais, maximum. Et Facebook est toujours debout, mais est-ce qu'on peut pas imaginer qu'un jour arrive un outsider qui démonte, qui apporte quelque chose de plus et qui démonte et en combien de temps est-ce que ça pourrait se faire ? Moi je pense que Facebook ne sera pas victime du même sort que MySpace, parce que c'est devenu réellement indispensable, et en plus de ça c'est une application qui a fait venir à l'internet et à l'ordinateur toute une population qui n'y serait pas venue autrement, quoi. Et à mon avis, c'est pas juste une tendance comme pouvaient l'être les MySpace, mais c'est vraiment devenu un outil nécessaire, quoi. On peut quasiment plus s'en passer. Et je vois mal ce qui pourrait rendre Facebook obsolète. Et on a vu avec Google Plus que c'est dur, ouais. Un service qui est peut-être même plus performant et mieux réalisé, mieux abouti, ne peut pas supplanter Facebook, parce que Facebook a les gens, quoi. Et c'est ce qui compte. Et surtout que MySpace a coulé parce que l'estimage d'une plateforme juste destinée à une niche de gens, les musiciens, même s'il y a beaucoup d'autres personnes qui les utilisaient. Ouais. Et surtout, elle n'avait pas saisi les enjeux de la connectivité actuelle, et comment fonctionnaient justement les enjeux des réseaux sociaux tels qu'ils commençaient à se mettre en place. Et Facebook a tout de suite saisi ça, et Facebook a touché ce côté universel qui fait qu'effectivement, je pense que ça va pas du tout se cracher comme a pu faire MySpace. Et Facebook s'adapte très très vite aussi. Tu vois, ça évolue tous les ans, il y a une nouvelle mise à jour qui est massive. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que j'ai le sentiment qu'avec des outils comme Facebook et Twitter et tous ces trucs-là, en fait, on découvre tous en même temps une nouvelle façon d'interagir. On est tous un peu dans le même bateau, quand on essuie les plâtres de cette nouvelle façon d'être aux autres. Et je pense vraiment que les concepteurs de ces outils, de ces réseaux, n'imaginaient pas ce que ça pourrait apporter aux gens, quoi. Je pense pas que quand Zuckerberg a monté Facebook, vous pouvez imaginer une seule seconde à quel point ça pourrait bouleverser les relations humaines et à quel point ça pourrait devenir nécessaire, quoi. Et donc c'est comme si on essuyait tous les plâtres de ce truc-là, on a les pieds dedans et on essaie d'analyser en temps réel ce que ça peut changer dans nos attitudes. Mais c'est vraiment une façon radicalement nouvelle d'être aux autres, quoi. On n'est plus jamais séparé des autres, on n'est plus jamais séparé de notre entourage. Toutes nos expériences deviennent collectives. Et ouais, ça, je pense que ça va radicalement modifier notre relation et au monde et aux autres. Et ça se voit aussi sur le turnover générationnel. Il y a toujours une fracture entre les générations, avec une sensation d'incompréhension d'une génération sur l'autre, parce qu'il y a différents enjeux, différents modes de vie et tout ça. Mais les nouvelles générations, une accélération. Je pense qu'il y a moins d'incompréhension dans le sens où on partage cette utilisation des réseaux sociaux et ces mêmes enjeux, mais une accélération dans la manière de les intégrer chez eux qui est assez folle, quoi. C'est vrai. J'ai l'impression que complètement. Il y a moins de fractures, moins d'incompréhension, mais que la génération qui nous suit est la même génération en puissance 10 niveau vitesse, quoi. Je sais pas d'un côté, parce que il y a... Enfin, on va pas tomber dans le c'était mieux avant ni quoi que ce soit, c'est pas le but, c'est même pas le propos. Mais
là, aujourd'hui, on est face à des systèmes qui ont des interfaces visuelles de plus en plus poussées, mais aussi de plus en plus limitées. Je me souviens que quand j'ai eu mon premier PC, c'était un Windows 95, je voulais faire des opérations dont les fonctions n'existaient pas, en fait. J'ai besoin, je sais plus, de ranger des trucs, créer des trucs à la con. Et je pouvais pas le faire. Et j'ai été obligé de chercher de la documentation pour ensuite découvrir que pour faire ce que je voulais faire, il fallait que j'aille dans la base de registres pour bidouiller des trucs. Et en fait, de fil en aiguille, il y a cette naissance de la curiosité et de ce besoin de repousser les limites du système qui est arrivé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus forcément ce besoin-là. J'ai l'impression que toutes les fonctionnalités sont pensées en amont, bien mieux que sur un Windows 95 qui était très restrictif ou qu'un Windows 98. Toutes les fonctionnalités utiles et nécessaires sont pensées pour que justement l'interface d'utilisateur soit la plus complète possible. Et pour qu'il y ait le moins de besoin d'aller fouiller des trucs. En fait, en rendant l'informatique plus accessible, les besoins sont plus cadrés et on n'a pas ce besoin d'être curieux. Mais c'est vraiment un besoin, hein, c'est pas un hobby quoi que ce soit, d'aller creuser dans le système pour voir comment ça fonctionne. Et ce qui fait que du coup, moi je sais que je connais des jeunes, quand j'étais prof à Cardiff, j'avais des jeunes qui savaient pas exactement comment faire pour graver un CD. Pour pour ouvrir un compte, pour ouvrir un site web, pour ouvrir un compte FTP et tout. Ouais, truc qui ne demande pas beaucoup d'heures. Je suis d'accord avec ça parce que il y a une dizaine d'années, les gens qui s'intéressaient à Internet, en général, mettaient les mains dans le cambouis, quoi. Et aujourd'hui, tu peux, faire un site avec une application sans avoir à connaître le code. Et ça, effectivement, c'est vrai qu'il y a... Plus le marché se développe et plus les gens veulent l'ouvrir à un maximum de public. Donc l'accès est mis, la priorité est mise sur l'accessibilité. Mais on voit... pas sur les smartphones, j'ai l'impression que parfois leur look est devenu plus important que vraiment leur fonctionnalité. Parce qu'ils s'alignent tous sur le même mode de fonctionnement et après, tout est fait vraiment. Enfin, regardez la pub pour Apple pour l'iPhone 5S hier, et tout était fait pour entrer dans l'esprit des gens sur un côté très cotonneux, dans un cocon très... Ça touche vraiment à des zones de l'esprit qui doivent te mettre en confiance. Tout est rond, tout doit être vraiment... Il y a un côté très tactile, très, très enfantin. Et ça se voit aussi au niveau du jeu vidéo. Pour caricaturer, est-ce qu'il existe encore un jeu vidéo difficile aujourd'hui? Moi, pour moi, tous les jeux vidéo sont difficiles. Alors, je sais bien que oui, mais il y a quand même, en termes de niveau de difficulté global, j'ai l'impression que tout est fait aujourd'hui pour que tout soit appréhendable très facilement, que tous les obstacles, même s'ils posent un petit peu problème à un certain moment, soient surmontables au bout d'un moment sans trop de difficultés. Alors que quand on était jeune, je sais pas, sur NES, les jeux que j'avais réussi à finir, j'ai arraché les jeux, j'ai passé des centaines d'heures dessus, c'était impossible. Le niveau aquatique de Tortue Ninja. Oui. Le Retour de Jedi était beaucoup plus facile que l'Empire contre-attaque sur Super NES. Mais en fait, ils étaient... Ah, t'es sûr? L'Empire contre-attaque, oui, parce que le Retour de Jedi, je l'ai fini sans cheat code. Et le Retour de Jedi, oui, sans cheat code. Et l'Empire contre-attaque, je vais y arriver. Lui, par contre, était infaisable. Non mais c'est vrai, pardon, t'as raison. Mais je crois que les deux étaient quand même plus durs que le premier, que le... C'est bien possible. Super Star Wars. Non, c'est drôle parce qu'il y a toute une scène qui s'est faite en réaction à cet assistanat et qui propose aujourd'hui donc des challenges ultra durs dans l'esprit justement des jeux des années 90, comme par exemple donc un jeu indépendant qui a cartonné, c'est Super Meat Boy, qui est un cauchemar, quoi. C'est au millimètre, en fait. Tu refais. En fait, voilà, c'est cette façon de jouer qu'il pouvait y avoir au début des années 90, avec des niveaux que tu refaisais 200 fois, quoi. Tu n'avais pas le temps d'avancer. Ghouls and Goblins. Voilà. C'est un cauchemar, ce jeu. C'est pas possible. Après, t'as des pratiques aussi. Au millimètre. Sur YouTube. Les sauts au pixel près. Mais oui. Après, t'as des pratiques. Donc déjà, t'as deux autres trucs en termes de scène. T'as le remacking, où les gens refont leur jeu et ils peuvent refaire des niveaux entiers. T'as des versions mais infaisables du premier Super Mario sur NES, quoi. Et t'as une deuxième scène, par exemple, pour Pokémon, enfin pour tous les jeux Pokémon, en fait. T'as une scène qui existe, qui joue avec des règles qui n'existent pas dans le jeu, mais les gens se mettent leurs propres règles. Et je crois que ça s'appelle le Nuzlocke, je sais pas comment ça se prononce. Où en fait, t'as des règles qui sont mais draconiennes. Tu peux capturer qu'un Pokémon quand tu rentres par zone. Chaque Pokémon qui meurt définitivement, t'as pas le droit de le revivre. Tu peux aller qu'un certain nombre de fois dans les centres de sang, mais c'est des trucs de barge, quoi. Et donc tu as toutes ces communautés qui effectivement se créent pour des jeux existants, des difficultés impossibles. Ce qui nous remet très loin de cette époque où on galérait déjà à finir Final Fantasy VII et où par contre il y avait ces légendes urbaines qui traînaient
Comme quoi, quand tu finissais le jeu 50 fois sans cligner des yeux, tu faisais revivre Aerys. On est tous tombés dans le panneau. Ouais. Mais pour en venir à Axolot, en fait, il y a un autre phénomène qui est arrivé sur Internet il n'y a pas longtemps, que je sais que tu suis que tu as suivi activement, c'est tout ce phénomène d'ASMR. Oui. Qui est ce sentiment très étrange quand tu parles avec une voix très douce, très posée, ou juste que tu manipules des choses. C'est une vraie scène. Comment t'es tombé là-dessus, toi, plusieurs fois? Alors, en fait, moi j'ai toujours ressenti le truc, mais j'ai jamais pu mettre de nom dessus, et j'étais même pas certain que d'autres personnes ressentaient exactement la même chose. Et puis donc un jour, je suis tombé sur ce concept d'ASMR, et quand j'ai lu de quoi il s'agissait, j'ai compris que c'était exactement ce sentiment que j'ai toujours eu depuis tout petit, c'est-à-dire donc cet engourdissement délectable du cuir chevelu, une sorte de comme si on faisait un massage, mais vraiment de l'intérieur. De chatouillement intérieur, ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les déclencheurs sont donc qu'ils appellent les triggers, voilà, sont à peu près les mêmes pour tout le monde, quoi. Mais ils peuvent sembler assez absurdes quand on se demande pourquoi ces causes-là peuvent provoquer ce sentiment, cette sensation. Alors c'est uniquement des stimuli sonores ou c'est tout? Alors non, ça peut il y a plusieurs trucs. Par exemple, et ça voilà, j'ai toujours ressenti ce truc-là, et quand j'ai lu que c'était listé parmi les symptômes, j'ai été très étonné en fait que ce même mécanisme puisse déclencher un sentiment aussi précis, quoi. Alors, par exemple, le fait de regarder quelqu'un s'appliquer à faire quelque chose, à faire une tâche, ou que quelqu'un t'explique de manière très posée et très appliquée une marche à suivre, par exemple. Mais même, ça peut être une marche à suivre administrative, quoi. Cocher cette case, machin. Mais le fait de voir quelqu'un le faire, ou que quelqu'un s'occupe de toi comme ça, ou te guide, il y a une espèce d'abandon, et ça crée ce sentiment, quoi, de bien-être mélangé avec une sorte d'engourdissement comme ça. Et moi, je me rappelle une fois où ça me l'a fait, mais de façon très violente, avec une prof, au CDI quand j'étais au lycée. Donc on était attablés avec des potes, et puis on faisait du bruit, et donc il y a cette femme qui est venue et qui nous a chuchoté les règles du lieu, quoi, en me disant de pas faire de bruit. Et je me rappelle vraiment que j'ai déconnecté, en fait, quoi. Elle aurait pu raconter n'importe quoi, j'aurais été absorbé par ce qu'elle disait, et j'avais la bouche ouverte, quoi. J'étais vraiment... elle m'a désactivé, quoi. C'est ça, juste désactivation, c'est vraiment le mot, en fait. Et ce qui est fou, c'est que, bon, manifestement, c'est un phénomène qui existe réellement, puisque il y a des tas de gens qui ressentent la même chose suite à des stimuli identiques, mais on n'explique pas exactement ce qui se passe, quoi. Le mécanisme reste mystérieux. Pour moi, c'est quelque chose qui est d'une manière ou d'une autre assez lié à la sensation de texture. Ouais. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai ce genre de voix, ça me le fait à quelques fois. Ça me le fait surtout sur des sonorités où il y a certaines, quand je peux écouter des musiques bruitistes ou certaines musiques expérimentales qui sont très très versées sur la manipulation des textures sonores. Tu te rends compte que tu n'as pas assez d'adjectifs pour qualifier ce que tu entends. Déjà, tu n'as pas forcément envie. Il y a certaines textures qui vont juste te mettre dans un état de transe, dans un cocon. Et il y a certaines textures sonores auxquelles je dois attribuer des adjectifs pour comprendre. Genre onctueux. Ouais. Certaines textures que je trouve onctueuses et qui me provoquent cet effet-là. Ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a une sorte de synesthésie, quoi. Parce que voilà, quand on le dit, ça peut sembler absurde, mais en réalité, on le comprend très bien, quoi. On comprend comment une texture ou une musique peut être onctueuse ou si ou là, les mots sont trop faibles, quoi, pour exprimer toute la palette de sentiments. Puis c'est terrible comme sensation. Moi, je me souviens, c'était la fois la plus puissante. C'est tombé sur moi. La fois la plus puissante où ça m'est arrivé, j'étais à un mariage et c'était juste chiant, mais vraiment, quoi. Et il y avait une fille qui était à côté de moi, qui avait franchement pas inventé l'eau chaude et qui était pas intéressante, mais vraiment pas rien, quoi. Elle avait rien dans le crâne.
Et donc je sais plus quoi, elle parlait de Secret Story. Et en fait, jusqu'à un certain moment, elle parlait vraiment très fort. Et bon, c'était pas... Enfin, moi j'avais qu'une envie, c'était de la tarter, quoi. Avec une vraie tarte, évidemment, hein, la violence conjugale, c'est pas trop mon genre. Mais à partir d'un certain moment, je sais plus pourquoi, fallait que tout le monde se mette à parler un peu bas. Et bon, tout le monde chuchotait, mais tu sais, c'était la façon de chuchoter très fort, quoi, genre passe-moi la selle. Et elle, non. Quand elle a commencé à me parler, elle a eu cette voix extrêmement posée et voilà, c'est ça. Pendant 5 minutes, j'ai déconnecté. Et j'ai eu cette réaction, mais de connard, hein, où je la faisais parler encore plus. Je me foutais, mais complètement de ce qu'elle disait. Mais c'est... Ah ouais. Donc, le dernier Secret Story, vas-y, continue. Et c'est très particulier. C'est quasiment addictif. C'est ça. Et quand tu vois les vidéos sur YouTube d'ASMR qui font 100 000, 200 000, 300 000 vues, évidemment, celles qui ont le plus de vues sont celles dont certains youtubeurs sont complètement insensibles à l'ASMR, mais sont très sensibles à l'apparence générale qui doit déclencher chez eux d'autres choses. Mais c'est une vraie scène. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce phénomène, c'est que il est récent en fait. C'est-à-dire que les études de l'ASMR ne font que commencer. Et à mon avis, ça aussi, c'est un des phénomènes qu'Internet a apporté à l'humanité, en fait, le fait de permettre à des groupes de personnes, à des communautés de personnes, de prendre conscience qu'elles avaient un phénomène en commun, quoi. Le fait de pouvoir nommer un phénomène qui avant n'existait pas parce qu'on n'avait pas mis de mots dessus et parce qu'on savait même pas qu'il pouvait être partagé, quoi. Et ça parlait du sommeil, par exemple. Ça, je sais pas, parce que le phénomène est connu depuis suffisamment longtemps, il a été observé, mais les trucs comme l'ASMR, par exemple, c'est vrai que il a émergé avec Internet, parce que il y a des forums, par exemple, où les gens posent des questions du type est-ce que vous aussi ça vous le fait quand tel truc, et comme ça touche potentiellement des milliers de personnes, bah, t'as plus de chances d'avoir quelqu'un qui te dit ah bah oui effectivement. Donc du coup il y a des tas de phénomènes comme ça subtils qui peuvent être donc dévoilés à l'humanité par le biais de certains forums, par le biais de certains sites où t'as plusieurs personnes qui expérimentent le truc et qui en parlent, quoi. Et t'as les hallucinations sonores, t'as des drogues sonores. J'ai jamais testé ça, mais il paraît que ça marche vraiment. Ouais, moi j'avais essayé, ça m'a fait que dalle. Ah, c'est vrai. Ça m'a fait. Ça, je pense que par contre c'est très très placebo comme effet, à mon avis. Mais par exemple, ouais, c'est d'autant plus vrai ça, ce phénomène, que pour par exemple tous les sites de cul, quoi. Il y a beaucoup de fantasmes qui, à mon avis, étaient très minoritaires auparavant et qui, par le biais du net, sont devenus des phénomènes de communauté, quoi, parce que les gens se sont aperçus qu'ils n'étaient pas les seuls à fantasmer sur un truc très pointu, quoi, voilà, sur des niches improbables. Et d'où la règle d'Internet, si quelque chose existe, c'est qu'il y a une version porno qui existe aussi. 34, mais oui. Donc ça, ouais, je trouve que ça fait partie des trucs qu'Internet a apporté et qui n'existaient pas avant, quoi. Le fait de pouvoir utiliser le cerveau global pour donc mettre au jour des phénomènes méconnus auparavant, quoi. Mais tu parlais de la beauté d'Internet mais on est exactement là-dedans, en fait. La beauté de l'être humain qui consiste à voir des vidéos de chats plutôt que de fourmiller sur Wikipédia, de feuilleter toutes les pages, de chercher. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, Internet a exacerbé tout ce que fait l'être humain, mais à l'échelle mondiale, en fait. C'est fantastique. Mais oui, non, mais c'est vraiment une expérience collective et qui n'a pas d'antécédent, quoi. C'est sans précédent. Il n'y a pas de comparaison possible, quoi. On se retrouve tout à coup en contact avec le monde entier, avec toute la connaissance de l'humanité à portée de nos doigts, et c'est quelque chose qui n'a, aucun précédent, quoi. On inaugure ce truc-là, et donc on va découvrir ce que ça va pouvoir produire sur notre civilisation, sur nos sociétés. On va le découvrir en temps réel, quoi. Qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va... C'est assez passionnant, quoi. C'est une aventure collective qu'on vit. La question, c'est est-ce que ça fait de nous des gens meilleurs? Voilà. Après, il faut définir l'implication politique, ce qui est meilleur ou pas, quoi. Voilà. Ça, après, il y a sans doute des gens
qui regrette que le monde virtuel ait pris autant de place sur le monde réel, mais moi, à mon avis, quand Internet a explosé au début des années 2000, fin des années 90, il y avait, comme pour chaque nouvelle émergence technologique, donc une réaction de rejet de certaines personnes qui pensaient que Internet divisait les gens, isolait les gens, alors que voilà, on sait bien aujourd'hui que c'est l'inverse. Bah c'est ça n'a jamais autant relié les gens. Et c'est ce que tu disais sur la différence entre le monde réel et le monde virtuel. J'ai l'impression que ça, c'est aussi une distinction qui est en train de voler en éclats. Oui. Quand je commençais à aller sur Internet, je sais pas, au milieu des années 90, que j'étais sur les chats, sur Caramel, quand je Jeux vidéo. et ainsi de suite, il y avait une espèce de truc qui consistait à se dire, je suis sur Internet, je peux faire ce que je veux, c'est pas le vrai monde. Oui. Et ça, c'est plus du tout le cas, quoi. Non, Ça n'a du rien tout. à voir. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle, non, mais c'est pas le monde réel, c'est le monde virtuel. Non, le monde virtuel est le monde réel, quoi. Les deux extensions, sont c'est un mode- interconnectés, sont profondément C'est liés. ça. Parce qu'on est des êtres humains, ce sont des êtres sur une humains plateforme. qui se demandent. Et C'est ça. Mais C'est comme si tu prenais le téléphone, tu téléphonais, tu disais, c'est pas le vrai monde. Parce que Exactement. Exactement. Ouais. Mais il y a un concept, à mon avis, philosophique à creuser sur la nature du monde numérique, quoi. Parce que on a quand même affaire à une sorte de lieu dans lequel se déroulent des événements, des interactions, mais c'est pas un monde tangible, c'est pas un monde concret. Pourtant, il est bien réel, quoi. Et ça, je trouve ça assez passionnant. C'est comme si on avait une vie à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions, une vie qui se déroule dans un monde concret, réel et tangible, Ouais. et une vie qui se déroule dans un monde dématérialisé, quoi, qui est fait d'informations. en Et fait. global, et un monde global surtout. Qui est global, qui est fait d'informations, comme une dimension, finalement, parallèle, immatérielle, quoi. Et ça aussi, c'est sans précédent. On n'a jamais eu d'équivalent de ça, quoi. Une dimension immatérielle dans laquelle il se passe peut-être encore plus de choses que dans le monde physique, quoi. Par exemple, La notion de corps astral à la portée de tout le monde. Exactement. voilà, ouais, c'est ça. C'est super beau ça en fait. corps astral et la noosphère, là, ce espèce de nuage de pensée accessible à tous. Et oui, moi je suis persuadé que il y a certaines journées, par exemple, au bureau, durant lesquelles les moments les plus palpitants se déroulent dans cette dimension immatérielle, quoi. Des conversations, des découvertes, des interactions. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, par exemple, qui décident sciemment de ne pas avoir de compte Facebook et qui ne vont pas sur Internet, j'ai le sentiment que c'est comme s'il y avait, par exemple, une énorme soirée avec tous les gens que tu connais, et puis toi tu n'y vas pas, et Parce que t'as ensuite peur d'être bourré. dans les jours qui suivent, tu entends des conversations, des anecdotes de gens qui reparlent de cette soirée-là, et toi tu t'en sens forcément exclu puisque tu n'y étais pas, quoi. Et c'est la même chose finalement avec Facebook. Il y a des tas de trucs qui se passent, il y a des tas d'échanges qui se font, et si tu n'y es pas, forcément tu passes à côté de toute une dimension du réel, quoi. Alors que quand t'es pas sur Google+, donc Voilà, c'est moins grave. Il y a beaucoup d'entreprises apparemment qui ne s'évertuent plus à essayer d'interdire par exemple l'usage des réseaux sociaux, mais qui essaient juste d'éduquer, non qui essaient de l'intégrer en fait à leur fonctionnement Ouais. d'une manière ou d'une autre, d'une manière qui aille dans le fonctionnement de l'entreprise, mais qui se sont rendus compte que c'est juste impossible de supprimer maintenant ces dimensions-là, quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair. Vous pouvez retrouver Axolot sur sa chaîne YouTube ou sur axolot.info. N'hésitez pas d'ici là à faire un petit tour sur l'original.net qui y est plein de belles choses. On se retrouve très vite. Ciao.